Un café avec, le podcast de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un café avec, le podcast qui met en lumière les histoires inspirantes de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Je suis Agathe, chargée de communication à la Société de Saint-Vincent-de-Paul et aujourd'hui nous avons la chance d'être à Chartres, dans les locaux de la Halte Sourire, pour une conversation qui s'annonce aussi chaleureuse que la boisson que nous partageons. J'ai le plaisir d'accueillir Patrick, bénévole au sein de l'équipe de Chartres en Eure-et-Loir. Alors Patrick, avant de commencer, une petite question, vous le prenez comment votre café ? Eh bien, désolé, mais le café, je n'en prends pas. Je suis plutôt à prendre du chocolat ou voire parfois du thé. Ah, ça c'est un peu plus réconfortant. Un réconfort que vous apportez aux personnes que vous accueillez dans cette Halte Sourire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur qui vous êtes en dehors de votre engagement bénévole ? Qui je suis ? Je suis un ancien retraité des impôts, contrôleur des impôts. Voilà, un peu comme Mathieu. Et le Seigneur, un jour aussi, comme Mathieu, est venu me voir en 97. Il m'a dit, Patrick, si tu veux, j'ai un petit programme pour toi. Et qu'est-ce que c'était ce programme ? Et ce programme, il commençait à ma sortie du bureau. Là, je vais remonter un petit peu dans les années. Lorsque je terminais mon travail au centre aux impôts, je voyais toujours un homme mal vêtu, la barbe mal taillée, tout ça. Et je me disais en moi-même, je pourrais être à sa place. Donc tout ça, ça trottait dans mon esprit. Et un beau jour, je suis allé le saluer. Et je l'ai vu, je lui ai demandé de quoi il avait besoin. Et cet homme m'a dit, c'est des vêtements. Voyez-vous, regardez, mon pantalon est troué, une chemise pas très belle. Bon, je ne savais pas trop où aller. Et je me suis renseigné autour de moi et j'ai appris qu'il y avait des équipes Saint-Vincent de Paul à Châteaudun. Et donc, je me suis dirigé vers eux. Ils m'ont donné avec beaucoup de gentillesse des vêtements pour ce monsieur-là. Et je me suis empressé, quelques jours après, de le retrouver, de lui donner tout ça. Voilà. Et puis, ça a pris de l'ampleur. Et ensuite, quelques années après, ils m'ont demandé, écoutez, Patrick, vous ne voulez pas faire partie de notre équipe ? Et bien voilà, donc j'ai commencé en 97-98 à intégrer l'équipe de Saint-Vincent-de-Paul de Châteaudun. Et quelle place prend ce bénévolat aujourd'hui ? Alors, il prend, maintenant que je suis à la retraite, j'ai du temps, mais il me prend beaucoup de temps quand même, parce qu'il y a des choses à préparer avant d'ouvrir, il y a des documents à faire, on a aussi avec la banque alimentaire, on a des tableaux à remplir, on a beaucoup de choses à s'occuper pour pouvoir que ça tourne bien. Une longue histoire alors de 28 ans maintenant, avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Vous le savez, à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, il y a beaucoup d'actions différentes. Pourquoi vous avez commencé avec les maraudes à Chartres ? Alors les maraudes, on a commencé à 3. Mais déjà, je vais revenir un petit peu sur Châteaudun. J'avais en moi ce désir de m'occuper vraiment de ceux qui étaient vraiment en difficulté, tels les SDF. Parce que cette personne-là, où je l'ai démarré, vivait dans les bois ou dans une grotte. Enfin, c'était très particulier. Dans le village, tout le monde le connaissait, mais on ne s'occupait pas plus de lui que ça. Et donc, j'ai eu à cœur de m'occuper vraiment de ce pauvre monsieur. Et ça m'a toujours suivi. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que, comme je vous disais, je pourrais être à leur place. J'ai toujours comparé que leur situation était difficile, la mienne était un peu plus confortable et je ne pouvais pas, au fond de moi-même, accepter sans me donner et sans faire quelque chose pour ces personnes-là. Et donc, vous êtes dirigé vers les maraudes plus tard. Alors, les maraudes à Chartres, nous sommes un groupe de 3 pour démarrer. Et donc, on part avec notre sac à dos, avec du café, du thé, avec des petits gâteaux, du chocolat, enfin tout ce qu'il faut pour un petit peu approcher une personne en difficulté et puis lui donner un petit peu de bonheur et puis d'amour, surtout d'amour. Voilà, donc nous commençons ces maraudes en 2000, attendez, je réfléchis, 2007 à peu près, avec ce groupe de 3.
Et ensuite, nous avons progressé un peu plus. Nous avons pu obtenir de belles salles pour pouvoir ouvrir un local et mieux les recevoir. Parce que dans la rue, ils sont demandeurs de beaucoup de choses. Ils sont demandeurs de toiles de tente, de duvets, de tapis de sol. C'est pas facile dans la rue. Donc, on allait les voir, mais on ne leur apportait pas suffisamment. Je l'ai compris assez rapidement. Donc, c'est pour ça que nous avons fait au mieux pour leur venir en aide. Et d'où le projet de la Halte Sourire. Alors, bien sûr, arrive dans la foulée, je vais dire, la Halte Sourire. Alors, pour nous, c'était un vrai bonheur parce qu'on a pu avoir, pas pignon sur rue, on nous connaissait, mais on a pu mettre dehors un panneau, une enseigne. Une enseigne, donc on était visible. Et donc là, le bouche à oreille, je peux vous dire que maintenant les SDF, ils savent bien où c'est et ils arrivent entre 30 et 40 maintenant. Et voilà, on est bien positionné sur Chartres. Et donc, nous, on est dans la Halte Sourire, donc les personnes que vous accueillez ne sont pas là, mais est-ce que vous pourriez nous décrire un peu comment elle est, cette halte ? Oui, alors cette halte est faite de 4 parties, on va dire. Première partie, c'est un hall d'accueil où on a inscrit les informations. Le jour où les assistantes sociales vont venir, le jour où un médecin aussi donne des soins, des consultations, un jour où il y a aussi pour des infirmières du CICAT. Le CICAT, c'est un organisme des addictions à la drogue, à l'alcool et beaucoup d'autres choses. Donc tout ça, c'est inscrit sur le tableau. Et on a aussi des animations. On a actuellement un théâtre musical sur le thème d'Éric Satie, un peu amusant. Donc on a un petit groupe de sans-abri qui viennent y participer le vendredi, 1 heure. Ils répètent avec une artiste parisienne, harpiste, qui les a pris en charge, voilà, et qui les fait travailler. Donc voilà, dans ce petit hall, ce qu'on y trouve. On y trouve aussi une table où il y a le café, bien sûr, des gâteaux, du chocolat, voilà, tout ce qu'il faut pour bien accueillir. Ensuite, une autre salle où là, c'est un peu plus intime. C'est les infirmières veulent se mettre en discrétion, ou alors une assistante sociale veut parler d'un dossier avec un sans-abri. Cette petite salle est là pour eux. Ensuite, on a la grande salle d'accueil où vous êtes là, vous m'interviewez. Une grande salle où il est mis un petit hôtel. On ne fait pas de prosélytisme, mais il arrive bien souvent que certains me disent « Oh Patrick, ça ne va pas, tu sais, je suis dehors, je suis dans la rue. On ne peut pas prier un petit peu ?» Alors on prie. On prie, on demande au Seigneur, voilà, je voudrais un logement, je voudrais que ma vie s'améliore. Donc c'est toujours un moment émouvant. Et pour nous, c'est porteur parce qu'on voit qu'on n'est pas venu pour rien. On est là pour eux et ils sont là aussi pour nous parce qu'ils nous donnent et on reçoit. On leur donne et on reçoit aussi peut-être, je dirais, le triple, le double. Il m'arrive par une petite anecdote, quand je rentre le soir après les avoir servis, sur mon vélo, bien, je chante. J'en suis ému, je chante parce que c'est un vrai plaisir. Vraiment, porter ce bonheur, donner ça à ces gens-là, c'est à ses amis, on les appelle nos amis. Voilà, dans cette salle, donc c'est une salle où les assistantes sociales peuvent recevoir. Ensuite, je vous parlais de la grande salle. Dans cette grande salle, on y trouve un grand téléviseur où il peut être passé des films, il peut être passé des documentaires. Et puis, on a un petit coin lecture. Il y a quelques bouquins qu'ils peuvent choisir. On a un vestiaire hommes et femmes, assez succinct, mais on essaie d'avoir l'essentiel, des pantalons, des chemises, du change en sous-vêtements. Et puis, il y a pour les dames quelques manteaux, des robes, des pantalons, voilà. Et on a également des jeux de société. Et tous les 15 jours, on a une artiste peintre qui vient les faire dessiner également. Voilà. Que vous dire d'autre? Et bien sûr, on a une petite épicerie, une autre salle qui nous sert d'épicerie où ils viennent chercher. C'est pas des tonnes de nourriture, c'est l'essentiel pour manger dans la rue. C'est souvent des boîtes de conserve de viande, c'est des friandises, quelques boîtes de légumes, des produits d'hygiène, surtout aussi, ils ont besoin de ça. Et puis on a une autre petite salle qui est un petit peu plus loin que les autres, où là on a tout le matériel pour eux, pour la rue. Comme je le disais au début, des toiles de tente, des duvets, des sacs à dos, et on a des lingettes aussi, parce que dans la rue, pour se laver, c'est pas évident, donc on a quelques lingettes.
Au passage, tout ça, je voudrais remercier tous les bénévoles qui nous aident et puis tous les donateurs également, parce que sans l'argent, on a beau dire, nous, on ne pourrait pas leur acheter tout ça et leur venir en aide correctement. On vous sent ému quand vous parlez des personnes que vous accompagnez et de ce que ça vous apporte. Vous pouvez nous dire un peu plus sur ces gens que vous accueillez? Justement, vous les appelez les amis. Voilà, je me souviens, vous les appelez les amis de la rue, je crois. Les amis de la rue, c'est ça. Les amis de la rue, vous savez, c'est des gens blessés. C'est des gens... On peut vite tomber, dégringoler dans la rue. On peut avoir un divorce, on peut avoir une perte de travail. Et on ne régit pas tous pareil. On n'a pas tous un caractère de combattant. On ne peut pas. Et puis, ils sont entraînés par des mauvaises fréquentations. Donc, ils tombent dans la drogue, ils tombent dans l'alcool. Vous savez, il y a tout un tas de facteurs qui viennent s'ajouter. Et quand on a compris ça, et qu'on voit que c'est des hommes comme nous, que c'est des femmes comme nous, c'est des êtres humains, on ne peut pas s'empêcher de venir à eux, on ne peut pas s'empêcher de les aimer et de leur venir en aide, de leur donner bien tout ce qu'ils ont besoin. C'est mon souhait, moi, c'est leur donner tout ce qu'ils ont besoin et surtout qu'ils s'en sortent. Je vais faire aussi une petite aparté, on a la chance d'avoir 2 studios récemment avec Habitat Humanisme. Et donc, on a logé 200 abris déjà dedans. Bien sûr, on est là un petit peu pour leur venir en aide et puis contrôler si tout se passe bien. Donc ça va être des studios passerelles. Ils ne sont pas là pour X années, ils sont là pour 2 ans maximum. Entre-temps, ils recherchent un travail, ils se font soigner s'ils ont une addiction et ils recherchent un logement sur les parcs HLM de la région Chartraine. Voilà. Mais quand on a appris à les rencontrer avec profondeur de cœur, ils se livrent à nous. Et ça, c'est beau parce qu'on ne leur demande rien. C'est eux. S'ils ont envie de parler, ils viennent me dire, Patrick, voilà, je vais te raconter tout ça, tu sais. Et alors, pour nous, c'est un motif supplémentaire pour continuer à venir tous les mercredis, à venir les autres soirs de semaine s'il faut faire des répétitions culturelles ou artistiques. Tout ça, moi, personnellement, c'est ce qui me motive, c'est de voir qu'ils sont sensibles à ce qu'on leur donne, ils sont à l'écoute comme nous aussi, et c'est un partage fraternel, vraiment fraternel. Quand on vous entend, on voit que vous essayez de leur apporter un soutien matériel, émotionnel, spirituel, et pour ça vous armez non seulement de votre force, mais surtout de collaborateurs. Vous faites beaucoup de collaborations avec d'autres associations, mais aussi avec des professionnels. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel point c'est important pour bien accompagner ces personnes? C'est très, très important. L'équipe de Saint-Vincent-de-Paul-la-Charte est dans un collectif d'associations. Je vais en nommer quelques-unes, la Croix-Rouge, le Secours catholique, les Restos du Cœur, enfin tout ce qui touche à l'être humain. Donc pour nous, c'est important parce que souvent on n'a pas les réponses. Ils viennent, ils cherchent pour aller faire des cours de français, pour leurs papiers, pour ceux qui veulent avancer dans leur démarche. Donc on essaie d'avoir le plus d'informations pour leur venir en aide et les aiguiller vers ces associations. Donc on n'est pas seul, au contraire, il faut s'ouvrir aux autres associations pour pouvoir être complémentaires les unes des autres et mieux les servir. Dans cette expérience de bénévolat très forte que vous avez depuis 28 ans, est-ce que vous avez vécu des difficultés qui ont marqué ce parcours? Alors des difficultés, on a parfois. Le mercredi, ça ne se passe pas toujours bien. Il peut y avoir de la violence parce qu'ils arrivent alcoolisés, ils ne sont pas respectueux. Donc il faut arriver à canaliser tout ça. Donc parfois, ça fait un peu peur. On arrive quand même à parler. Soit on s'isole avec un qui est un petit peu l'instigateur de tout ça et on essaie de rentrer dans un dialogue si possible. Ce n'est pas toujours évident. Voilà, c'est là un petit peu où c'est... Sinon, je ne vois pas d'éléments plus perturbateurs que ceux qui arrivent alcoolisés, voilà, ou drogués, ou sous l'emprise de la drogue. Oui, là où il faut être très attentif et ça peut vite partir en conflit violent. Et donc c'est important d'avoir une équipe de bénévoles soudée. Quelle est la force de votre équipe? La force de notre équipe est déjà une réunion mensuelle où on entame toujours par un temps de prière. Et puis on débriefe à la fin de chaque mercredi, le soir, quand on a un petit peu de temps, ou en semaine, quand on a fait des activités.
on débriefe tous ensemble. On met à plat ce qui n'a pas été dans la journée pour essayer d'améliorer ça pour la prochaine fois. Ça, c'est important. On est soudés. Chacun à son poste. On a une équipe qui est à l'épicerie. On a une équipe qui est dans la grande salle pour surveiller un petit peu. On a une équipe qui est dehors. Quand il fait beau, ils vont sur le petit passage. Donc, une équipe qui parle avec eux, qui les écoute. Voilà. Mais on est très soudés les uns les autres et on met toujours en grande franchise tout ce qui ne va pas pour pouvoir qu'on soit en bonne condition chaque fois. Et en plus de tout cela, est-ce que vous avez des ressources, des conseils, des personnes qui vous ont accompagné pour créer ce lien fort qui vous unit? Des ressources, on a un prêtre qui vient de temps en temps, qui est le prêtre de la paroisse à côté de Sainte-Thérèse, et qui vient parler aussi avec les gars, aussi avec nous, parce que des fois, on a besoin d'une autre voix, d'une voix de l'Église, c'est important aussi. Voilà, je vais dire. Après, on a un médecin qui est là aussi, un médecin à la retraite, qui est aussi, certains cas, est visionnaire pour certaines choses et nous aide également sur des sujets divers pour aborder aussi nos amis de la rue. Vous vivez des moments parfois difficiles, mais vous restez motivé depuis 28 ans. Qu'est-ce qui vous motive le plus à revenir chaque semaine, chaque jour ? Ce qui me motive, c'est de voir qu'on peut avoir des résultats. C'est-à-dire qu'ils peuvent, je l'ai évoqué tout à l'heure, qu'ils peuvent avoir un logement, qu'ils peuvent faire une démarche de RSA, qu'ils peuvent avoir de la nourriture, qu'ils repartent avec une toile de tente, qu'ils ont le sourire, c'est le cas. Voilà, vous me direz, c'est temporaire, ils retrouvent la rue. Oui, mais ils nous retrouvent le mercredi d'après. Et souvent, ils me disent à Patrick, à mercredi. Ben voilà, ça me rend heureux. Et puis je vois qu'ils sont heureux. Ici, ils posent leur sac. Ici, c'est une halte pendant 2 heures, 2 heures et demie. Et c'est une halte où il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de gens à la rue. On est tous pareils. On marche dans les salles, on se parle, on rit. Quand c'est une émission ou un documentaire, on le regarde ensemble et ensuite, après, on commente. Voilà, c'est une ambiance. C'est ça qui me motive. Et puis, au bout du compte, je me sens utile. Je me sens... c'est pas un coup de baguette magique, mais il se passe quelque chose. Dans l'immédiateté, on ne le ressent pas, mais quelques mois après, on me dit « Ah, j'ai trouvé un travail, Patrick. Ah ben, je suis content, je ne vais plus venir. C'est dommage, mais de temps en temps, je passerai te voir pour faire un petit coucou. Ok, mais c'est comme tu veux, ce sera toujours ouvert pour toi. » Voilà, c'est ça que derrière. C'est que nous, on voudrait qu'ils retrouvent une vie normale. Et ça, c'est ça qui me fait venir à chaque fois, parce que je dis... Gilles, Sébastien, Christian, mais ils ne vont pas rester toute leur vie dans la rue. Non, il faut qu'il se passe quelque chose. Eh bien, il se passe quelque chose. Ah, c'est pas tout de suite, c'est pas un coup de baguette magique, mais ça va venir. J'ai l'espoir que ça va venir pour lui. Souvent, c'est en pleurant qu'il m'enlace. Je dis, t'inquiète, ça, c'est une mauvaise passe. Il parle de ses enfants, mais tu vas le revoir, tu vas avoir un logement, tout va bien se passer. Allez, il faut leur remonter le moral. Voilà, c'est ça qui me fait venir. C'est l'espoir, en fait. L'espoir de leur donner une nouvelle vie, l'espoir que ça va repartir. Voilà, parce que si moi j'arrive triste et tout, ça va pas aller. Enfin, je veux dire, il faut leur donner le goût à la vie, le goût d'aimer et le goût des autres. Et un beau jour, c'est la lumière qui arrive et pour eux, c'est merveilleux. C'est beau ce que vous dites. C'est magnifique. Je vous sens très émue en le disant. Ça vient du cœur. Vous n'aviez pas du tout les questions juste avant, donc c'est vraiment très naturel. Et moi, ça me touche profondément. Je pense qu'on est beaucoup, quand on vous écoute, à vouloir aussi aider les personnes sans abri, ces amis de la rue. Est-ce que vous avez des conseils pour des personnes qui ne s'investissent pas forcément dans le bénévolat, mais qui souhaitent faire quelque chose? Bon, moi, je leur dis, n'ayez pas peur des gens de la rue. Mais n'ayez pas peur d'eux. Ils sont comme nous. Ils sont comme nous. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin des autres. Et le conseil que je leur donnerai, c'est que n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur aussi. Je l'ai fait. Je suis comme vous. J'ai 2 bras, 2 jambes. Je suis un être humain. Il faut passer le cap. Bien sûr qu'on a tous une occupation. On a notre travail. On a nos enfants, petits-enfants. Mais qu'est-ce que c'est 2 heures dans une semaine? C'est rien. C'est rien 2 heures. Et quel bonheur on a derrière. Quel bonheur. Moi, je parle à mon titre personnel quand je viens de l'évoquer, mais ça me donne de l'énergie pour la suite, parce que je sais que
c'est le bien, on donne le bien. On parle tellement des ténèbres actuellement, des choses qui vont mal, mais il y a tellement de belles choses à côté, tellement de lumière à côté. Et puis faire des beaux gestes, rencontrer des personnes à qui on peut apporter, je vais le redire encore, de l'amour, de l'écoute, et puis du réconfort et du matériel, bien sûr. Voilà, c'est ça que je pourrais leur donner comme conseil. N'ayez pas peur des autres. Ils attendent peut-être de nous des choses, un regard, une main tendue. C'est rien du tout, rien. Mais foncez, allez-y, faites-le. N'ayez pas peur, vous verrez en retour, la vie changera pour vous. C'est incroyable. Vous vous êtes affirmé sur vos valeurs, sur votre manière de faire. Vous voyez dans ces personnes, dans les amis de la rue, des choses belles et vous avez de l'espoir. Vous savez, à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, on a été co-fondé par Frédéric Ozanam. Vous le connaissez un peu ? Oui, je connais bien. Enfin, je le connais. J'ai lu ses lettres. J'ai regardé des reportages, bien sûr, que je connais sa vie. Est-ce qu'il y a une parole ou une idée de lui qui vous touche particulièrement ? Une idée de lui, c'est que déjà, il nous a donné cet élan pour être comme lui. Lui, il a commencé tout près, à Paris, dans son quartier. Nous, ici, à Chartres, c'est un peu le quartier. Bon, ça s'est un petit peu agrandi. Je veux juste dire que nous, c'est en 1842, ici, la première conférence. C'est-à-dire 9 ans après celle de Paris. C'est rien, 9 ans, c'est vite venu. Et comme lui, je dirais que lui, déjà, il avait le goût des pauvres. Il avait le goût de la misère. Enfin, si je peux dire, c'est pas un goût, la misère, mais il avait en lui cette lutte contre la misère. Ça, c'est la misère, il a toujours prêché, il a toujours écrit la misère. Pour lui, c'était un combat. Ça a été son combat, la misère. Et moi, c'est cet exemple de misère. Elle est différente aujourd'hui de notre siècle. À son époque, je crois qu'il amenait des pommes de terre et du charbon. Nous, on amène des toiles de tente, voyez-vous. On amène aussi de la nourriture. Mais c'est un exemple pour moi, parce que nous, on combat la misère, on combat la pauvreté et l'inégalité aussi des classes. L'inégalité entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas. Voilà, ça, c'était l'idée d'Ozanam aussi, c'est bâti pour ça. Nous, à notre petit niveau, on fait ce qu'on peut. On est content, bien sûr, de recevoir de l'argent, parce que sans les donateurs, nous ne sommes rien. On ne peut rien construire de solide, parce qu'il faut acheter pour l'épicerie, il faut acheter pour le matériel de la rue. Voilà. Mais merci à Ozanam d'avoir démarré ça, et que jamais ça s'éteigne dans le cœur des hommes. Jamais, 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 jamais. C'est magnifique. Est-ce que, pour conclure, Patrick, vous auriez une anecdote à nous partager ? Une anecdote qui a marqué votre expérience de bénévole. Je réfléchis, je suis en train parce que je pris de cours. Une anecdote. Oui, l'anecdote, je vais dire, c'est la Providence. On est parti de rien. On n'avait rien. Quand à 3, on a commencé les maraudes. On n'avait rien et tout est arrivé. Un jour, c'était la conférence Notre-Dame de Chartres, avant que l'équipe s'appelle l'équipe Saint-Joseph, on s'appelle, voilà, le nom on s'appelait, il y avait une autre conférence, enfin, qui existe toujours, c'est la conférence Notre-Dame de Chartres. Et on était en train de fêter la Chandeleur, de manger toute l'équipe, c'était des crêpes. On vient vers moi et on me dit, Patrick, si tu veux, il va y avoir des salles qui vont se libérer. Bon, on avait un petit projet justement d'aller un petit peu plus loin avec nos amis de la rue et de leur donner plus. Donc, leur donner plus d'une façon locale pour les recevoir. Voilà, c'est l'anecdote que la Providence toujours nous suit. Ensuite, on a eu un médecin qui est venu un jour, si vous voulez. Patrick, je peux venir de temps en temps, donner un peu des soins, des conseils, et voilà. En fait, c'est fait de petites choses. Après, on trouvait des sans-abri qui nous disaient ça y est, ma vie va changer, j'ai rencontré quelqu'un, il va me prêter son logement. Voilà, c'est des petites choses, d'anecdotes pour moi. La Providence fait toujours un petit clin d'œil pour nous faire avancer et pour donner encore plus à nos amis de la rue.
Donc, quand on veut faire du bien autour de soi, il faut croire en la Providence. Voilà. Moi, mon anecdote, c'est la Providence qui est toujours venue nous aider et c'est important. Et je voudrais, pour terminer, juste souligner quelque chose quand nous partons faire les maraudes. Donc, nos maraudes, c'est le lundi soir. On a une équipe de jeunes pros qui part vers 18h jusqu'à à peu près 20h. Et une autre équipe, on va dire de retraités ou autres, voilà, le samedi, en fin d'après-midi, 16h30 jusqu'à 18h30 environ. Et on part toujours avant d'avoir fait 20 minutes, une demi-heure d'adoration à la cathédrale. Et un prêtre vient nous bénir pour nous envoyer en maraude. On ne part jamais avec nos propres forces. Jamais. On part toujours avec celle du Seigneur qui nous permet de remplir notre cœur de compassion, de remplir notre cœur d'amour et de remplir notre cœur de fraternité. C'est beau, parce que vraiment, vous êtes porté par cette foi et ça se ressent quand vous en parlez, qu'elle vous porte depuis 28 ans maintenant pour être proche de vos amis de la rue et leur apporter toute l'aide que vous pouvez. Merci pour ce témoignage qui était très touchant et magnifique. Est-ce que vous auriez un dernier message à partager à nos auditeurs ? Un dernier message, celui qu'il ne faut jamais baisser les bras. On a des soucis personnels, tous, on en a tous des soucis personnels, mais on est une grande chaîne d'amour, on est un maillon, tous les uns des autres. Et sans les uns et les autres, on ne peut pas avancer. On voit bien les difficultés de la société actuelle. On voit bien comment des gens souffrent, et je pense encore plus. Donc si un petit groupe de personnes, ou beaucoup de personnes, se lèvent et disent non, nous on refuse tout ça, on veut aller vers ceux qui souffrent, on veut aider, eh bien, je pense qu'on aura un monde d'amour, on aura un monde fraternel, et puis beaucoup de choses changeront. On verra les personnes dans la rue, assises sur le trottoir. Je reviens encore ça parce que l'indifférence, il ne faut plus que ça existe. Il faut être ensemble pour avancer vers les belles choses. On est tellement acculés, on est tellement submergés de choses ténébreuses que maintenant il faut passer aux belles choses, il faut passer à la lumière, il y a des gens qui sont levés pour ça déjà et qui travaillent pour ça. Alors donc rejoignez-nous, faites près de chez vous, il ne faut pas faire des grandes choses, une goutte d'eau ça suffit pour remplir petit à petit un verre. Voilà, un verre d'amour, un verre de fraternité, je reviens encore là-dessus, mais un verre qui compte, et puis ce verre, eh bien on le boira tous ensemble, tous dans l'amour du prochain. C'est parfait. Et est-ce que Patrick, vous pouvez nous dire comment aider la Halte Sourire aujourd'hui ? La Halte Sourire, il faut d'abord une équipe. Sans une équipe fraternelle, sans une équipe soudée les uns aux autres pour aller vers les plus démunis, vers les plus pauvres. Donc une Halte Sourire ou un Café Sourire, c'est pas un lieu, c'est un lieu de vie. Voilà, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de fraternité. C'est un lieu de tout ce qu'on veut en faire, mais un lieu qu'on fait avec un grand A, qu'on fait dans l'amour et dans le respect, le grand respect. Et surtout, on oublie son ego, on oublie son humilité. Parce que si on s'oublie un peu. Qu'est-ce que c'est s'oublier 2 heures ? C'est rien du tout, s'oublier 2 heures. Hein ? La vie nous rattrape après pour nous remettre dans des choses difficiles. Voilà. Donc, allez-y, foncez, ouvrez de nouveaux cafés sourires partout. Il faut faire changer les mentalités et ouvrir les cœurs à tous ceux qui souffrent. C'est un très bel appel. Merci Patrick pour ce témoignage encore une fois. Et à vous, chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à nous laisser un petit mot ou à découvrir les actions de la Société de Saint-Vincent-de-Paul près de chez vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur scgp.fr et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Un Café avec. À très bientôt. Merci Agathe. C'était Un Café avec, le podcast de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.